Bien, alors maintenant, chez vous, vous éteignez la lumière et je réponds à Laurent Asti, pas la télé. Parce qu'il y a un mec qui me dit, quand on fait la question qui tue, on éteint la lumière, mais est-ce qu'on doit éteindre la télé? Non, on éteint que la lumière, Laurent, et ici aussi. Voilà. C'est chaud là. Oh, c'est chaud. Là. Luis Fernandez, serez-vous encore entraîneur du PSG la saison prochaine? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Même si vous perdez tous les matchs qui viennent là. Non, je ne souhaite pas perdre et je pense qu'on ne perdra pas tous les matchs qui restent. Ouais. On va en gagner, on va remonter, on va se resituer dans une position qui sera un peu plus honorable pour le Paris Saint-Germain et pour tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain. Merci, on rallume. Robert Louis Dreyfus, alors dans cette affaire, est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment d'être un peu un gosse de riche qui s'est fait plumer par l'OM? Non, parce que gosse de riche, je l'ai été, mais enfin c'est pas, mes parents m'ont jamais donné d'argent, alors donc j'ai pas de problème là-dessus. D'être cette fait plumer, non, parce qu'il y a tout de même une valeur et puis il y a un plaisir, donc ça vaut ce plaisir. Vous regrettez pas? Non, pas du tout. Si c'était à refaire? Je referais. Je ferais peut-être moins d'erreurs parce que j'aurais appris quelque chose. Ouais. On rallume. Didier Deschamps, quand vous avez joué avec la Juve, vous avez été entendu par un juge d'instruction turinois pour des problèmes d'usage de dopage, disons, de créatine. Qu'en est-il exactement? J'ai été confronté 3 fois, oui, c'est vrai, à un juge d'instruction qui avant même de poser des questions, était persuadé qu'il y avait du dopage dans le football, qu'on utilisait le PO. Donc c'est très difficile de faire face à un tel personnage. La créatine aussi, c'est vrai qu'elle est utilisée, elle est autorisée dans certains pays, dans d'autres non. J'en ai pris pendant une certaine période, après j'ai arrêté. Je ne pense pas que ça soit un produit nocif, même si certains spécialistes le disent. Mais le dopage en règle générale, je pense qu'il y en a dans le sport. Dans le football, je n'ai pas été confronté, parce que je pense sincèrement, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas que le dopage, comme un produit d'un joueur bidon peut faire un super joueur. Ouais. Ça n'a jamais fait tirer dans les lucarnes, donc je ne vois pas toute l'utilité. Ça peut faire courir plus vite, ça peut être plus résistant, mais il y a le ballon, et le ballon, c'est les pieds, il faut savoir le diriger. Donc, il y a des matchs très souvent en même temps. Donc, La répétition, évidemment qu'on a des aides au niveau pharmaceutique pour aider à récupérer, mais ce juge-là, il partait du principe, moi c'est ce qu'il m'a dit en fin d'interrogatoire, il me dit « je voudrais arriver à faire une loi que le footballeur, s'il prend un produit, une vitamine C, peu importe, ou on est enrhumé, ou qu'il prend quelque chose la semaine avant le match, il ne puisse pas jouer un match. » Ah ouais. Il n'y aurait plus beaucoup de football à la télé, sincèrement. Ouais. Bien, merci de votre sincérité. Didier Deschamps, la question qui tue. Sérieusement, est-ce que vous pensez que, en étant parti, dans les conditions qu'on connaît, en revenant, en vous faisant élire, est-ce que vous pensez que vous aidez la politique en agissant de la sorte? Mais moi, je ne cherche pas à aider la politique, je cherche à aider la ville dans laquelle je travaille depuis tant d'années à progresser, à aller de l'avant. J'essaye d'aider les Levalloisiens. Moi, j'ai fait de la politique pour aider les autres, pour servir, uniquement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je n'avais pas besoin de faire de la politique. Je suis né dans une famille où on avait tout ce qu'il fallait. Il y avait une affaire, il y avait tout ce qu'il fallait. Je n'avais vraiment pas besoin de politique pour gagner de l'argent, comme certains voudraient le laisser dire ou laisser entendre. Moi, j'ai fait de la politique vraiment par conviction et je continue à faire de la politique par conviction. Aujourd'hui, c'est que vous vous dévouez finalement pour le Valois. C'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Ah, ça l'a toujours été et ça continuera à l'être, et mon épouse aussi. Et votre action, votre retour, votre élection pour l'image de la politique, des hommes politiques, vous pensez que c'est bénéfique? Vous savez, je ne sais pas si l'image des hommes politiques est aussi bénéfique pour moi. Ouais. En tout cas, je me rends compte d'une chose, c'est que sans investiture, je suis élu. D'autres, avec les investitures de tous les partis, ne sont pas élus. Très bien, on rallume. Alors, Michel Rocard, vous n'avez jamais été président. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Une seule chose, mettre mon mandat en balance sur un mauvais résultat à l'élection européenne. Ouais.
pour me faire jeter sur un hasard, par mauvaise foi, et rater par là l'investiture. C'est ma faute tactique. C'est-à-dire que quand vous avez perdu les européennes, vous n'auriez pas dû partir finalement, vous auriez dû rester. Oui, Et vous mais auriez été président la fois j'avais d'après. 1 an et demi avant reproché à Laurent Fabius de ne l'avoir pas fait. Ce que tous les grands dirigeants européens font. Une élection perdue, on s'en va. Ouais. Je fais partie de cette race, j'ai aussi ma dignité. Je suis parti sur une faute tactique, mais au moins dans la dignité. On rallume, bravo, merci. Est-ce que vous ne croyez pas, Yvan Levaille, quand même, que la promiscuité des grands, c'est-à-dire la fréquentation que vous aviez de Mitterrand, vous a amené certaines fois à avoir un jugement moins objectif que celui qu'on était en droit d'attendre de quelqu'un d'aussi écouté que vous? Non, moi j'ai pas peur de la connivence des journalistes et des hommes politiques. Il y a une chose que je redoute, c'est la malhonnêteté. Or, il y a des hommes politiques qui sont malhonnêtes avec des journalistes et des journalistes qui sont malhonnêtes avec des hommes politiques. Voilà, c'est tout. Chacun chez soi. Lui, il est élu, vous ne l'êtes pas. Et on ne se doit rien. Moi, je ne dois rien aux Donc le fait grands de la d'avoir politique que j'ai été vu. invité à Latché, comme ça et tout, ça vous amenait pas à être plus sympa avec Mitterrand que si vous n'aviez pas été invité? Non, ça permet de voir ce qu'il y a, ce qui demeure d'humanité vraie chez les hommes que vous rencontrez. Et On rallume. Nathalie Delon. Oui. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de Harry Boulogne, que nous avons reçu ici, le fils d'Alain Delon et de Nico, qui est né en 62, Non, vous êtes gentil. à la période où vous avez rencontré Delon? Est-ce que vous connaissiez son existence? Oui. Quand j'ai rencontré Alain, oui, je connaissais très bien son existence, puisqu'il n'était pas son fils. Et qu'elle s'est pointée au studio en disant, voilà ton fils. Oui. Et vous pensez que c'est pas son C'est fils? par oui ou par non, vous voulez? Non, c'est pas par oui ou par non, Ok. c'est... Vous dites donc, vous êtes au courant de l'existence d'Harry Oui, très Boulogne, bien. Oui, mais oui. vous dites que ce n'est pas le fils d'Alain Delon. Voilà, je dis ce qui était vrai à cette époque. Maintenant, si vous pouvez prouver le contraire. Non, non, je ne prouve rien du tout, je vous demande. Pourquoi vous l'aimez bien? J'ai de la tendresse pour lui, une certaine compassion pour la vie qu'il a eue, oui. Mais je l'ai vu, oui, oui. Je l'ai vu tout petit, plus tard. Mais je ne pense pas que ce soit le fils d'Alain Delon. Mais attendez, j'étais pas là à ce moment-là. Hein. Ce soir-là, non. Non, avant, oui. Oui. On rallume. Voilà. Jean-Christophe Mitterrand, vous avez quoi à dire à votre père ce soir? Oh, que je pense beaucoup à lui, que je l'aime et que je regrette qu'on soit, quand j'étais jeune, un peu raté. Merci, on rallume. On éteint la lumière. Éric Zemmour, comment vous, l'auteur des Rats de garde, avec Patrick Poivre d'Arvor, qui est un ouvrage sur la presse people et les paparazzi, comment vous pouvez, dans votre bouquin, parler du suicide de Laurence, la fille aînée des Chirac, qui est anorexique et qui est une sorte d'enfant caché du couple? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Pour le suicide de Laurence, Bernadette elle-même en parle, donc sa mère. Et deuxièmement, je faisais un portrait de Chirac, c'était pas un livre théorique, politique, c'était un portrait de l'homme. Je voulais faire un roman, une espèce de roman vrai de Jacques Chirac, comme un personnage romanesque. Et donc j'avais besoin de montrer toutes les facettes de ce type. Et justement, pour expliquer ce que vous avez remarqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il sait que le bonheur n'existe pas et que c'est un type profondément malheureux, je pense que le drame que vit sa fille fait partie de ce malheur profond. Vous savez, je raconte aussi une scène quand Pasqua, vous savez, quand elle se suicide, elle est à l'hôpital et le premier à venir, c'est Pasqua, alors qu'ils sont en guerre politique. Et les Chirac sont en Thaïlande à ce moment-là. Voilà, les Chirac sont en Thaïlande et ils reprennent l'avion et les Pasqua vont les veiller toute la nuit. Et quand Pasqua sort de l'hôpital, Pasqua dit vraiment, on peut reprocher ce qu'on veut à Chirac, mais il porte sa croix, il sait que sa fille est malade parce qu'il a fait de la politique. On rallume. Est-ce que vous croyez vraiment que ce que vous racontez est vrai? Je crois vraiment que ce que raconte le gouvernement américain est faux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que ce que j'ai analysé est certainement extrêmement proche de la vérité. On rallume. Lucien Aimé Blanc, vous affirmez dans votre livre
Robert Broussard ne pouvait pas être témoin de la fusillade et des circonstances qui l'ont provoqué, car il était, à ce moment précis, assis à côté de moi dans sa voiture, garé à 50 mètres de là et hors de vue de la scène. C'est grave ce que vous annoncez là. Ah ben non, je le confirme complètement. Nous étions dans la voiture du commandement. Depuis le matin, on était dans le périphérique un peu plus loin, à 200 mètres de l'immeuble. Puis lorsque le dispositif s'est mis en branle, très logiquement, Broussard, qui était au volant, moi au passager, puis j'avais un inspecteur derrière, s'est avancé vers la porte de Clignancourt, car il avait donné des instructions pour que la voiture de Mesrine ne dépasse pas le feu rouge. Il n'est pas hors de question d'aller le suivre sur le périphérique. On ne savait pas où il allait, et puis l'opération aurait été trop aléatoire. Donc on s'est avancé sur la rampe au niveau de la place de Clignancourt, une cinquantaine de mètres à peu près, on ne voyait rien. Et à ce moment-là, à la radio, le camion a fait savoir à M. Broussard qu'il était en place et que la BM de Mesrine était derrière. Alors il a donné l'ordre d'intervention, il a dit intervenez les gens, intervenez les gars, ou allez-y les gars, enfin. Il a donné l'ordre d'intervention, à ce moment-là les rafales ont éclaté, des rafales sèches, courtes. Bon, il venait de sortir de la voiture, il s'est précipité sur la porte de Clignancourt pour rejoindre ses effectifs. Et Mesrine était mort puisqu'il n'y a pas eu de riposte au coup par coup, il n'y a pas eu de bruit de grenade puisqu'on savait qu'il avait des grenades dans la voiture. Et moi je l'ai suivi tout à fait tranquillement, je dois avouer. Je savais que c'était fini, je ne me suis pas précipité, c'était lui qui était responsable de ce dispositif. Donc ce que vous affirmez aujourd'hui, Lucien Aimé-Blanc, c'est que le commissaire Broussard ne peut pas savoir si des sommations ont été faites. Pas plus que moi d'ailleurs. Si Mesrine a essayé d'attraper des grenades offensives qui étaient à l'intérieur de sa portière ou sous son siège. Tout ce qu'il raconte, c'est pour couvrir ses mecs. Bah, je pense, parce que, écoutez, à un moment donné, on était dans la voiture, il n'est pas sorti de la voiture de commandement. Et puis dans ses mémoires, j'ai vu qu'à un moment donné, au moment de la fusillade finale, il se mettait dans une camionnette aménagée, et je ne sais pas où était cette camionnette aménagée, mais il aurait fallu qu'il ait le don début quitté, il était avec moi. Point final, je le confirme. Et puis c'est très bien que je dis la vérité. On rallume. Omar Haddad, est-ce que vous avez été victime d'une machination? Oui. Est-ce que vous savez qui a monté cette machination? Non. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas le dire? En vérité, je ne sais pas. Je ne peux pas en accuser. Je ne peux pas faire les gens. Je ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve comme on m'a fait. Moi, je ne le fais pas. Ça vous honore. On rallume. Bravo. Aïcha, le président Chirac s'est opposé à la guerre d'Irak. Il peut obtenir des Américains que votre fils ait un procès équitable. Si vous l'aviez en face de vous, Jacques Chirac, vous lui diriez quoi? Je veux lui dire, Monsieur le Président, la vie de mon fils, il est entre vos mains. Aide-moi à le sauver. S'il mérite une condamnation parce qu'il a émêlé avec ce mouvement qu'il est malfaiteur, s'il mérite une condamnation, il faut le faire. Mais pas une condamnation à mort, ni une condamnation à vie, parce que pour une mère, c'est dur. S'il arrive ça à mon fils aujourd'hui, il peut arriver à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas possible de laisser les Américains faire ce qu'ils veulent avec les enfants des autres. Merci, on rallume. Claude François, si vous aviez le choix de revenir sur Terre une deuxième fois, est-ce que vous choisiriez d'être le fils aîné de Claude François? Oui, oui, parce que définitivement, je suis très fier du travail accompli et de la mémoire et de l'empreinte qu'a laissé mon père. Donc, oui, voilà, sans appel. Pas bonne mine. On rallume. William Raymond, pourquoi votre version serait la bonne? Parce que j'avance des preuves.
parce que j'avance des preuves. Et ça, c'est une première. Tout le monde est parti dans des théories. Là, vous avez des documents, vous avez la cassette. Et surtout, j'ai pu prouver que Billy Sol était celui qui disait. Et une fois que vous prouvez que Billy Sol est vraiment un conseiller de Johnson, vous pouvez le croire. Et puis j'ai entendu cette cassette enregistrée en 71 où Cliff Carter explique que Lyndon Johnson a donné l'ordre d'abattre Kennedy. On rallume. Sophie Talman. Franchement, qu'est-ce que vous connaissez au cheval? À part... j'ai personnellement un cheval qui s'appelle Auteuil. Ouais. Et alors, je lui murmure tous les jours à l'oreille. On rallume. Titoff, comment va votre frère Laurent? Je sais, c'est un petit peu difficile. C'est dur la question. Bah, ça va très bien. Et là, il vient de réaliser un making-of pour l'enregistrement de l'album d'Ayam. Il va bientôt sortir. Et il s'est mis on a commencé l'écriture d'un film qu'on doit écrire qu'il va réaliser. Il va réaliser un court-métrage aussi. Et il a pris 3 kilos. Tout va bien. On rallume, très bien. Tatiana Golovin, êtes-vous venue sur ce plateau en taxi ou par vos propres moyens? Taxi. On rallume. Hans Blix, est-ce que vous pouvez dire ce soir que les États-Unis ont envahi l'Irak en fondant leur intervention sur des faux? Oui, ils ont envahi l'Irak en se fondant sur l'argument en vertu duquel il y avait des armes de destruction massive et un danger immédiat. Or, ils auraient dû savoir que les preuves étaient trop faibles. Et plus tard, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. S'ils avaient dit qu'ils envahiraient l'Irak pour se débarrasser d'un affreux dictateur et d'un régime sanguinaire, ça aurait été vrai, mais il n'aurait pas pu persuader le Congrès américain. Et Blair n'aurait pas pu persuader le Parlement britannique d'aller en guerre pour mettre fin à cette dictature. Peut-être qu'à l'avenir, et dans l'avenir des Nations Unies et des États-Unis, nous serons prêts à mettre fin aux dictatures simplement parce qu'elle est sanguinaire et affreuse. Mais pour l'instant, non. Mais peut-être que le jour viendra, et en tout cas, c'est le souhait que je forme. On rallume. Patrick Pelou, si la canicule frappe à nouveau la France cet été, les hôpitaux peuvent-ils faire face? Si c'était maintenant, non. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que ça a été même reconnu par le ministre de la Santé actuel. Est-ce qu'on pourrait se retrouver de nouveau avec 15 000 morts? Oui, très probablement si on ne réagit pas vite dans les semaines qui viennent pour justement créer un véritable lien entre les systèmes sanitaires et sociaux de la ville et l'hôpital. Et en cas d'attentat chimique, est-ce que les hôpitaux sont prêts? Non. On rallume. Gérard Darmon, on veut des détails. Que s'est-il passé à Cannes? Mais rien de très inhabituel quand des gens de cinéma se rencontrent, veulent se séduire, veulent se plaire, veulent faire la fête et veulent vendre leur salade. Rien de... Voilà. C'est très agréable comme... C'est sympa, hein? Formidable. C'est sympa comme Je me sens bien. Je propose qu'on reste comme ça. Oui. Genre, il s'est passé des trucs sexuels ou non? Donc c'est la même question qui revient. Ouais. Est-ce que c'était la nouba dans ton slip? J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, j'étais dans une autre sphère, moi. Tu crois qu'on n'a pas d'image? On rallume. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça fait des années que je vous attends. Des années que j'attends cette question. Sophie Davant, quel temps va-t-il faire demain? C'est vrai que c'est une question qu'on m'a jamais posée. Merci de me la poser ce soir, Thierry, ça fait plaisir. Sur le Nord. Oui, parce que à Paris, il se trouve que demain, il va faire beau. Il va faire beau parce que j'ai mes sources quand même. Ah ouais, il va faire beau demain. Ouais. Demain dimanche. Demain dimanche, il va faire beau à Paris. Merci, merci beaucoup.
Volton, est-ce qu'à votre avis, la télé rend con? Non, absolument pas. Si vous voulez, c'est les programmes qui peuvent être cons, pas le spectateur. Donc le problème, c'est la responsabilité de ceux qui font les programmes. Le spectateur, il regarde ce qu'on lui offre. Et je crois qu'il y a une responsabilité du récepteur, du spectateur, bien évidemment. Mais s'il regarde des programmes cons, la première responsabilité, c'est ceux qui les ont faits. Merci, on rallume. Docteur Chaussois, vous est-il déjà arrivé depuis de regretter ce geste? Non, je ne l'ai jamais regretté parce que, encore une fois, je pense que c'était la meilleure solution et la meilleure décision pour Vincent. On rallume.